Ça sert à quoi le féminisme pour vous? Le féminisme, c'est que les femmes et les hommes aient les mêmes droits, mais c'est-à-dire au-delà de la question du droit, que vraiment tout dans la perception de l'un et de l'autre soit pareil et qu'il n'y ait pas tout un tas de préjugés. Enfin, moi je dirais que c'est un peu ça. Du coup, votre avis sur le féminisme du coup? Eh bah c'est bon, il faut. Elles ont pas assez de droits, donc elles ont le droit de militer, c'est normal même. Quel droit elles ont pas? Ils ont pas autant que ceux des hommes. Du genre déjà les salaires, genre le même salaire pour le même travail, c'est le minimum. T'as déjà vu une personne moins bien payée? Une femme moins bien payée au même poste? Non, mais c'est les statistiques qui parlent. Et sur quoi on n'est pas égaux là pour vous? Déjà sur le salaire, il paraît qu'encore qu'en 2025 on n'est même pas égaux, donc c'est déjà symptôme. Et vous tenez ça d'où? C'est quoi vos sources? Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté là avec deux jeunes filles de même pas 30 ans qui me parlaient qu'on n'était toujours pas égaux. Et vous trouvez pas ça un petit peu bizarre que tout le monde dise il paraît qu'on m'a dit ça, mais personne n'est concerné par cette chose-là? Parce que je peux vous dire, j'en ai interviewé des gens, peut-être des centaines, il n'y en a jamais personne, aucune femme n'a été moins bien payée qu'un homme. Moi j'en entends souvent parler, et c'est pour ça que déjà si on entend parler, c'est que ça existe. Ah non, ça peut être des rumeurs ou bien des choses qui ont été inventées, c'est pas obligatoirement vrai si on entend parler. Oui, je sais. Le titre, il fait peur et il a dû certainement susciter de l'indignation. Mais au-delà de ça, si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'ose espérer que vous êtes assez curieux pour me permettre d'arriver jusqu'à la fin de mon argumentaire. Il fallait que j'attire l'attention sur ce qui est en train de silencieusement se dessiner. Évidemment, étant donné que je suis une femme, je ne fais pas cette vidéo pour accuser le sexe féminin de mener volontairement la société à sa perte. C'est comment dire, plus subtil que ça. La société se désagrège. Vous avez sans doute remarqué à quel point chaque institution semble plus fragile, chaque conversation plus délicate et les gens sont aujourd'hui plus anxieux, plus repliés sur eux-mêmes et plus susceptibles. La boussole morale de l'Occident, jadis fondée sur l'individualisme, la vérité et le mérite, a été remplacée par quelque chose de plus mou, de plus irrationnel et de bien plus chaotique. On avance de nombreuses explications à ce phénomène. Certains parlent d'effondrement religieux, d'autres pointent du doigt des questions raciales, les différences culturelles, l'immigration. D'autres encore incriminent la mondialisation, la technologie et la lutte des classes. Il existe une multitude de perspectives pour analyser le déclin de l'Occident. Toutes ces analyses aident à comprendre un petit peu ce qui se passe, mais aucune ne touche vraiment le cœur du problème. En réalité, il existe un point de vue que personne n'ose utiliser. C'est une vision que tout le monde évite soigneusement, simplement parce qu'on a peur d'aborder le sujet. Les conséquences de cette idée sont tellement énormes qu'elles intimident. Pourtant, c'est cette manière de voir qui explique la situation actuelle bien plus clairement que n'importe quelle autre théorie. Je parle du genre. Quand les femmes commencent à avoir un impact sur presque tout, que ce soit nos habitudes, nos valeurs, l'éducation, les médias ou la façon dont on discute en public, c'est à ce moment-là que la société a basculé. Attention, ce n'est pas parce que les femmes sont méchantes ou malveillantes que ça arrive. C'est simplement parce que notre façon de réfléchir, notre morale et notre manière de régler les problèmes sont totalement différentes de ce qui servait autrefois de base solide à toutes nos organisations. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez que c'est le genre, plus que la race, la classe ou la religion, qui est le moteur invisible de ce déclin culturel. Parlons d'abord de l'effondrement de la vie privée. C'est avec la deuxième grande période du féminisme qu'une idée est devenue très populaire. Tout ce qui est personnel est aussi politique. Des sujets qui n'avaient rien à voir avec la politique auparavant, comme le foyer ou la place de chacun dans le couple, sont soudainement devenus des sujets de débat public. On a commencé soudainement à voir ces habitudes de la vie quotidienne comme des moyens, attention, de dominer et d'écraser les femmes, apparemment. D'un seul coup, il est devenu impossible d'échapper à la politique. Avant, on faisait bien la différence entre la vie publique et la vie privée. L'État s'occupait des affaires du pays et chaque famille gérait sa maison comme elle le voulait. Mais le féminisme a changé la définition de l'injustice. Pour ce mouvement, l'oppression ne concernait plus seulement l'argent ou le travail, mais touchait aussi la morale et la façon dont on se comporte dans l'intimité. Aujourd'hui, tout est devenu un sujet de débat politique, que ce soit nos relations amoureuses ou même la manière dont on partage les corvées à la maison. Le résultat est clair, puisque la vie privée est devenue politique, nos actes ne sont plus vus comme des choix libres. À la place, chaque décision est interprétée comme un message ou une opinion publique. D'un seul coup, si une femme décide de rester chez elle pour s'occuper de ses enfants, on ne considère plus cela comme un choix basé sur ses propres envies. On y voit plutôt le symbole maintenant d'une domination politique qu'elle subirait. C'est un changement énorme dans notre façon de voir les choses et il est important d'en mesurer toute la portée. Le genre est devenu une identité politique avec tout le poids moral que cela implique. Bien sûr, une fois le genre politisé, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Quelles autres identités sont désormais politiques? Pourquoi pas la race? Pourquoi pas l'orientation sexuelle? Pourquoi pas la neurodivergence? Pourquoi pas le type de morphologie? Vous voyez où je veux en venir? Le schéma se dessine silencieusement, mais clairement et ça nous passe sous le nez. Et voilà comment est
né l'intersectionnalité où l'identité est devenue le cœur de la politique au détriment des idées et des valeurs. L'esprit de clan a pris la place de la liberté individuelle. Aujourd'hui, c'est le groupe auquel on appartient qui décide si on est quelqu'un de bien, si on est crédible ou quelle place on peut occuper dans la société. Cela détruit totalement les bases de notre liberté d'autrefois. Avant, on considérait que chaque personne était souveraine et que la loi devait garantir les mêmes droits pour tous en traitant tout le monde de la même manière. Sauf que la pensée féministe a cassé cette idée en affirmant que la neutralité n'existait pas. Pour elle, tous les systèmes sont remplis de partis pris et il était impossible d'obtenir une vraie justice avec les anciennes règles. Alors qu'avant, la famille et la maison étaient des endroits protégés où la politique n'entrait pas, cette nouvelle façon de penser a tout chamboulé. D'un coup, la structure même de la famille est devenue un terrain de lutte pour le pouvoir. Le modèle classique où l'homme dirigeait le foyer a commencé à être vu comme quelque chose de forcément mauvais et d'injuste. Si la féminité est par définition une oppression intériorisée, c'est-à-dire être une femme est par définition une victime, ces présupposés régissent désormais notre culture, du droit à l'éducation en passant par les médias. Une fois que le féminisme a démontré qu'il était possible d'utiliser son appartenance à un groupe pour progresser personnellement, il a ouvert la voie à l'identification à un groupe et à son utilisation comme outil de réussite. Voilà ce qui silencieusement se passe. Le mérite n'est plus désormais le facteur déterminant de la réussite, mais le ressentiment. Ceci remet en cause l'idée libérale selon laquelle le mérite individuel devrait déterminer le niveau de réussite. Mais très vite, le féminisme a affirmé que les femmes ne réussissaient pas en raison d'un manque de compétences ou de mérite individuel, mais à cause d'une oppression systémique. Mais comme Quentin Hive de la chaîne Golden Boy l'a dit, est-ce qu'elles essayent vraiment? Comparé aux hommes, les femmes ont très peu l'esprit de compétition et l'acharnement nécessaire pour faire face à la durabilité du monde du travail. Et je le dis en tant que femme dans le monde du travail. Est-ce la faute des hommes dans ce cas? On se le demande. Et dans la mesure où même elles ont raison par rapport à l'oppression systémique, au lieu de laisser le temps à la culture d'évoluer, elles ont eu recours à des actions en justice, imposant la discrimination positive, des quotas de genre, des programmes de recrutement spécifiques et bien sûr des bourses d'études basées sur le genre. Le changement fondamental résidait dans le fait que le féminisme, sous l'angle de la représentation, n'était plus perçu comme un défi à relever, mais comme une preuve d'oppression et d'injustice. On n'a donc pas tardé à comprendre que appartenir à un groupe opprimé conférait un poids moral. Parce que oui, lors d'une candidature, on n'était plus là à vouloir embaucher un simple candidat, mais à embaucher une solution potentielle à une injustice. Les employeurs ne pouvaient plus se permettre d'évaluer les candidats uniquement sur leurs compétences, car ne pas embaucher équitablement les hommes et les femmes devenait soudainement une décision politique. Vous devenez quoi déjà? Ah oui, un masculiniste ou un misogyne, au choix. Une fois cette politique de représentation enracinée, d'autres groupes n'ont pas tardé à s'en apercevoir. Cette stratégie a été imitée par les minorités raciales, la communauté LGBT et même les militants pour la lutte contre l'obésité et l'acceptation de soi ont ressenti le besoin d'être représentés. Le message était clair, il n'est pas nécessaire de surpasser en aptitude ou en compétence, il suffit de s'identifier davantage et le tour sera joué. Soudain donc, les hommes ont ressenti une pression, une sorte de devoir moral de s'effacer pour laisser les femmes saisir les opportunités qui leur auraient été offertes au mérite, car refuser aurait été un acte d'oppression politique. C'est là où nous en sommes. Et ces changements n'ont pas été difficiles à instaurer, car le féminisme a su exploiter avec brio la capacité humaine d'empathie envers les plus vulnérables. Avant même de comprendre ce qui se passait, nous avons découvert que notre compassion avait été détournée et utilisée comme une arme contre nous. Ceux qui privilégiaient un système fondé sur le mérite ont été marginalisés, tandis que de plus en plus d'individus se tournaient vers leur identité collective comme outil de progression personnelle. L'habitude est maintenant prise. Chaque minorité se définit d'abord par son groupe, mais il ne faut pas oublier que ce sont les débats sur le genre et le féminisme qui ont vraiment lancé ce mouvement. Si tout cela s'était limité au bureau de l'administration ou aux écoles, nous aurions sans doute pu nous en sortir. Mais quand le féminisme a fait entrer la politique même dans la maison, le foyer a arrêté d'être un endroit où l'on se sentait protégé. Dès lors, plus aucun moment de la vie n'a été tranquille. Comme les vieilles idées s'effondraient, les gens se sont sentis perdus. Pour se protéger psychologiquement et retrouver un sentiment de sécurité, ils se sont naturellement tournés vers l'identité de leur groupe, comme s'ils cherchaient une nouvelle tribu. On ne peut donc pas ignorer les dommages causés par la destruction de la stabilité familiale. Avant, un homme pouvait vivre des échecs au travail tout en étant respecté chez lui. Avant, les femmes trouvaient un sens réel à leur rôle d'épouse et de mère, et elles s'y sentaient accomplies. Les enfants, eux, avaient une vision claire de la vie et comprenaient ce que l'on attendait d'eux dans un cadre bien précis. Et c'est parce qu'ils avaient cette base
solide dans leur vie privée que les gens pouvaient prendre des risques et inventer de nouvelles choses dans la société. Ils savaient qu'en cas de coup dur, ils pouvaient toujours compter sur le soutien de leur famille et le calme de leur maison pour reprendre des forces. La destruction de ce socle a engendré un traumatisme collectif profond. Les gens se sont interrogés sur leur identité, ils ne savaient plus quel était leur rôle. Soudain, des pères se sont sentis mal à l'aise dans leur rôle d'autorité parentale, des mères inattentives envers leurs enfants les percevaient désormais comme une forme d'oppression et de prison soft. Souvent, les jeunes quittaient le foyer en quête d'une nouvelle identité, une quête de soi, et les conséquences étaient parfaitement prévisibles. Le taux de divorce a donc explosé, les enfants ont grandi dans des familles désorganisées et fragmentées, ils ont intériorisé l'idée que rien n'est permanent, qu'il n'y a pas de sécurité ni de repères. Sans identité stable et apolitique, les individus, mère, fils, fille, père, ont commencé à se définir par leur appartenance à un groupe. L'identité de groupe est devenue leur nouveau refuge affectif. Les communautés auxquelles ils appartiennent deviennent leur nouveau foyer. Pour comprendre ce phénomène, il faut se pencher sur les racines évolutionnistes de la psychologie féminine qui montrent que les femmes sont intrinsèquement plus tribales et tournées vers le groupe. Sous la pression de l'évolution, les femmes ont naturellement développé des stratégies de survie ancrées dans les liens de groupe et la cohésion sociale. Et donc, tant que cette dynamique était tempérée par l'autorité masculine et d'autres facteurs, tout allait bien, l'équilibre était maintenu. Mais lorsque les instincts tribaux des femmes ont commencé à s'implanter dans nos institutions publiques, ils ont érodé le cœur même de compétition et d'individualisme qui caractérisait autrefois notre vie publique, le remplacement par un consensus émotionnel et une pensée de groupe. Il est indéniable que l'idéologie de l'individualisme correspond bien mieux à la psychologie masculine. La notion de saine compétition, de combat loyal, voire même de solitude et d'indépendance sont autant d'instincts qui s'intègrent naturellement à la psychologie masculine. Mais pour une femme, être perçue comme un individu isolé au sein du groupe équivalait en fait à une condamnation à mort. Elle avait besoin de la solidarité féminine pour survivre, de la sororité. Ainsi, au fil des générations, l'évolution a favorisé les femmes qui privilégiaient la cohésion du groupe et l'harmonie sociale. Face au choix, nombre d'entre elles ont préféré avoir tort et rester au sein du groupe plutôt que d'avoir raison et d'en être exclu. Et quand je le dis, ça me fait encore penser à cette histoire qui illustre très bien cette situation où il y a un village qui s'est retrouvé attaqué par des brigands. Ces derniers se sont débarrassés des hommes et se sont mis à abuser des femmes. Elles se sont débattues mais toutes ont fini par céder à leurs oppresseurs, sauf une qui a bataillé et vaincu son agresseur avant qu'il n'ait eu le temps de lui faire quoi que ce soit. Les brigands sont partis et la femme victorieuse est sortie pour l'annoncer à ses sœurs et devinez quoi? Elles ne l'ont pas supporté. Pour elle, désormais, elle était une anomalie parce qu'elle a osé résister alors que les autres se sont soumises. Soudainement, ces femmes se sont mises à penser que la femme victorieuse venait se moquer de celles qui ont été abusées, alors que pas du tout. Elle sortait probablement fière car elle voulait inspirer un symbole de résistance, mais ses sœurs ne l'ont pas vu de cette manière et elles l'ont tuée. Oui, parce que désormais pour elle, la honte devait être un ressenti de groupe. Comme quoi, mieux vaut avoir tort et être ensemble que d'imposer ta différence, sinon tu seras rejeté de la sororité. Et c'est pourquoi les divergences d'opinion et les conflits au sein des groupes féminins peuvent soit dégénérer en affrontements explosifs, soit être étouffés. En effet, les enjeux sont extrêmement élevés pour les femmes. Les conflits, les désaccords et les disputes ne sont pas des occasions d'apprendre de nouvelles perspectives. Au contraire, ce sont des développements dangereux qui menacent l'harmonie du groupe. J'ai un groupe d'amis les gars, je sais exactement ce que ça signifie. Sur le plan culturel, cela a profondément transformé notre quotidien. Alors que nous passons d'une compétition d'idées à un discours public davantage axé sur la recherche de consensus et la validation émotionnelle, les réseaux sociaux sont devenus un terrain d'étude plus idéal pour analyser ces instincts tribaux ancestraux et leurs manifestations actuelles. On remarque que notre bon vieux réflexe de surveiller notre image sociale se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la cancel culture. De nos jours, beaucoup de gens cherchent à montrer à tout prix qu'ils sont exemplaires et moralement irréprochables. Ce comportement est souvent poussé par une peur permanente, celle d'être rejeté ou d'avoir l'air d'être une mauvaise personne aux yeux des autres. On veut absolument prouver qu'on fait bien partie du groupe. Le concept du politiquement correct vient d'ailleurs de ce même besoin de protéger la tribu. Au départ, l'idée de maintenir une bonne entente entre tout le monde et de faire en sorte que personne ne soit blessé ou mis de côté. Le problème, c'est que l'enjeu a changé. Aujourd'hui, on ne cherche plus vraiment à discuter pour trouver qui a raison ou pour atteindre la vérité. Le but principal est de protéger la sensibilité de chacun coûte que coûte. Lorsqu'une population finit par adopter pleinement ces principes, elle devient beaucoup plus craintive, très fragile face aux critiques et cherche à ce que tout le monde pense la même chose. Les piliers habituels de notre liberté comme le droit de ne pas
pas être d'accord, la liberté de dire ce que l'on pense ou le fait d'avoir des idées originales sont alors vus comme des dangers qui pourraient briser l'unité du groupe. Désormais, c'est la vie de la collectivité qui passe avant l'épanouissement de chaque personne. Cela revient à renverser totalement les valeurs de liberté individuelle sur lesquelles nous nous sommes construits. En moyenne, les femmes gagnent moins que les hommes et sont plus susceptibles de bénéficier de l'aide sociale. Elles sont plus enclines donc à interrompre leur carrière pour élever leurs enfants. Les femmes sont davantage concentrées sur des emplois peu rémunérés comme l'hôtellerie, les soins infirmiers, l'administration, etc. Cette réalité les rend naturellement favorables à la redistribution par l'État. Garde d'enfants subventionnés, soins de santé, aide alimentaire, logement. En moyenne, ces aides profitent davantage aux femmes qu'aux hommes. Leur soutien à ce type d'État-providence découle naturellement des valeurs féminines de bienveillance, de compassion et d'inclusion. Le résultat de tout cela est que beaucoup de femmes ont fini par préférer des orientations politiques qui effacent les conséquences de nos actes. On cherche désormais à ce que l'État soutienne et finance n'importe quel comportement, même s'il est mauvais. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement une façon de penser, c'est aussi quelque chose de profondément naturel. On a l'impression que l'instinct maternel est devenu la règle pour tout le monde. On veut protéger tout le monde, tout le temps. À cause de cela, on voit disparaître l'idée que chacun doit être responsable de sa propre vie. Le système actuel est fait pour éviter aux gens de subir les difficultés réelles du quotidien. Par conséquent, de plus en plus de personnes se retrouvent dans une situation de besoin qui ne s'arrête jamais. Elles finissent par devenir totalement dépendantes de l'aide publique et ce, pour le restant de leur jour. L'un des plus gros moteurs de ce changement vient du groupe des mères célibataires, car ce sont elles qui reçoivent le plus d'aide publique. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'a aucun mal aujourd'hui à brandir les papiers du divorce, car elle sait que l'État l'aidera à s'en sortir. Cependant, en finançant ainsi le choix d'élever seuls leurs enfants, elles finissent par décourager l'envie de construire un couple solide ou de chercher à s'en sortir par ses propres moyens. Ce n'est donc pas sans surprise si les mariages sont de moins en moins fréquents, les divorces de plus en plus courants. Ce n'est pas non plus un hasard si les femmes votent plus à gauche que les hommes pour tout ce qui touche à l'argent et à l'économie. C'est ce poids électoral qui a transformé la politique du pays. On est passé d'une aide de débannage à un système où les gens dépendent de l'État pour tout et toujours. Avec le temps, cette habitude de compter sur les aides s'installe dans la culture. Les enfants grandissent en voyant l'État comme celui qui répond naturellement à leurs besoins, à la place d'un homme, d'un père ou d'un mari. Les hommes sont de plus en plus mis de côté dans leur rôle de soutien financier car l'État les a remplacés. Finalement, la reconnaissance que l'on avait pour ces hommes se déplace vers le gouvernement. Après tout, c'est lui qui paye désormais les factures et assure le quotidien. Et ainsi de suite, le cycle se poursuit jusqu'à ce que les gens aient l'impression que l'idée d'un gouvernement qui ne s'implique pas dans tous les aspects de leur vie est aperçue comme impensable, inconcevable, voire irresponsable. Il sera difficile de changer cette mentalité car hommes et femmes définissent la compassion de manière fondamentalement différente. Pour les hommes, la compassion rime avec équité et justice, l'application de normes cohérentes et la possibilité de donner une chance à chacun. Mais pour les femmes, l'expression de la compassion est tout autre. Elle se traduit souvent par une certaine souplesse, de l'indulgence et un désir d'éliminer toute souffrance. Si on interroge la majorité des hommes, ils ne cherchent pas à faire disparaître toute forme de douleur dans le monde. Pour eux, la souffrance est un outil utile. C'est un signal qui prévient quelqu'un qu'il fait fausse route. Bien sûr, il n'est jamais plaisant de recevoir une mauvaise nouvelle. Il est aussi difficile de se lancer dans un projet qui échoue parce que c'est une mauvaise idée. Mais la douleur qui accompagne cet échec possède une forme de valeur et de respect que les hommes acceptent. Dans cette logique, il serait presque injuste d'empêcher quelqu'un de subir les conséquences de ses propres erreurs. Parce que oui, il le faut à un moment donné. En voulant le protéger à tout prix, on lui enlève la chance d'apprendre une leçon essentielle pour sa vie. Il y a une forme de respect et de noblesse dans le fait de laisser un homme tomber, car on a confiance en sa capacité à se relever par lui-même. Cette manière de voir les choses s'oppose directement aux valeurs plus protectrices que l'on attribue souvent aux femmes. De par leur instinct naturel, les femmes sont très sensibles à la peine et à la douleur des autres. Leur côté protecteur et maternel les pousse à vouloir soulager la souffrance dès qu'elles la voient. Parfois, cette envie de protéger est si forte qu'elle passe avant la vérité ou même avant le besoin de laisser une personne grandir par elle-même. Dans cette manière de voir les choses, le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit gagner par ses efforts, mais c'est devenu un droit naturel. On voit très bien cette différence dans la façon dont les parents éduquent leurs enfants. Généralement, le père aura tendance à dire « il doit assumer ce qu'il a fait pour comprendre. Il a cassé les règles, il a menti, donc il doit subir une punition pour ne pas recommencer. » De son côté, la mère aura plus tendance à réagir ainsi. « Mais non, tu ne vois donc pas qu'il a mal, regarde comment il est triste et comment il s'en veut et comment il souffre déjà assez. On devrait lui donner une nouvelle chance. » Attention, cela ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre.
Les deux sont nécessaires. Les enfants grandissent mieux lorsqu'ils vivent avec leurs deux parents car ils profitent à la fois de la vision de l'homme et de celle de la femme. Cependant, au niveau de la justice et de nos institutions, les choses sont différentes. Si on applique les règles de façon masculine, c'est-à-dire de manière stricte et égale pour tout le monde, le résultat est clair et prévisible. À l'inverse, si on laisse les sentiments et les valeurs féminines diriger nos institutions, cela crée de la confusion. Si une personne est punie pour une faute alors qu'une autre est pardonnée, juste parce qu'elle a l'air de souffrir, la vérité perd de sa valeur. On finit par privilégier l'émotion plutôt que les faits. Avec le temps, ce manque donc de logique finit par détruire la confiance que les gens ont envers le système. Si les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, plus personne ne finit par les respecter. La justice ne s'appuie plus sur des principes solides, mais devient une question de choix politique. On le voit très bien quand les femmes reçoivent des punitions moins sévères que les hommes pour la même faute. Le but ici n'est pas de dire que la gentillesse ou le pardon sont inutiles dans la vie privée. Cependant, il est certain qu'en voulant éviter toutes les difficultés aux gens, on finit par créer des citoyens plus fragiles et une société plus injuste. Il est aussi vrai que, par nature, les femmes prennent moins de risques que les hommes. Pourtant, la base de notre liberté repose sur une idée simple. Chacun est libre de réussir, mais aussi de rater. Dans cette vision, l'échec n'est pas une injustice, mais simplement une leçon qui nous indique ce qui ne marche pas. Cette liberté est vitale pour les hommes, car ils ont naturellement tendance à prendre des risques, à assumer leurs responsabilités et à corriger leurs plans en fonction de ce qu'ils ont appris de leurs erreurs. Cet état d'esprit est fondamental pour toute société, car il favorise l'innovation et l'esprit d'entreprise. Une personne qui fait preuve de responsabilité personnelle de cette manière deviendra un leader, une personne de confiance sur laquelle on peut compter en cas d'urgence. Contrairement aux hommes, les femmes ne sont pas faites pour les risques. Depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne, les hommes partaient en guerre, à la chasse ou se livraient à d'autres activités dangereuses. Les femmes, elles, restaient au campement, se protégeant elles-mêmes et leurs enfants, s'appuyant souvent sur la communauté pour leur sécurité. Le risque était intrinsèquement plus coûteux biologiquement pour les femmes. Le fait de porter un enfant et de l'élever demande naturellement de faire preuve de beaucoup de prudence. Autrefois, la survie et la place d'une femme dans son groupe dépendaient surtout de la manière dont elle était perçue par les autres. Comme les femmes étaient presque certaines de pouvoir avoir des enfants, il n'était pas logique pour elles de prendre de gros risques. Il est donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, elles soutiennent majoritairement les décisions politiques qui cherchent à supprimer les dangers de la vie quotidienne, même quand elles n'ont plus l'idée de devenir des mères. C'est pour cette raison que l'on voit se multiplier les lois et les contrôles de l'État. De plus en plus de règles sur la consommation, des normes de santé très strictes ou des mesures de sécurité partout. Pour certains, cela ressemble à un abus de pouvoir du gouvernement, mais tout cela est toujours justifié par l'idée de protéger la population et d'agir pour le bien de tous. Petit à petit, l'idée de liberté qui était autrefois vue comme quelque chose de courageux et de noble a fini par être perçue comme un danger. Aujourd'hui, on considère qu'être libre, c'est être imprudent, égoïste ou même être méchant. Même la liberté de dire ce que l'on pense, qui est pourtant la base de notre société, est en danger. De plus en plus de gens, et surtout les femmes, pensent que si la liberté d'expression permet de dire des choses méchantes ou haineuses, alors l'État doit intervenir pour surveiller et limiter ce qu'on dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toute une campagne de chasse aux sorcières pour punir les gens, et plus encore les femmes, qui n'ont pas peur de dire à leurs consoeurs qu'elles sont en tort. Et les résultats de cette façon de penser sont très graves. Une société qui veut à tout prix protéger les gens contre l'échec finit par tuer l'envie de réussir. Ceux qui aiment prendre des risques et qui utilisent leur imagination pour faire avancer le monde seront maintenant vus comme des gens dangereux ou des perturbateurs. On commence à les voir comme des coupables parce que leur choix nous oblige à sortir de notre zone de confort et nous font nous sentir fragiles. Ces changements ne touchent pas seulement les adultes, ils impactent aussi les jeunes garçons. À l'école, on décourage fortement leurs réflexes naturels comme le goût du risque, l'envie de tester les limites ou les jeux un petit peu physiques. Ce qui était autrefois vu comme une force est aujourd'hui regardé avec méfiance. Ces enfants grandissent dans un monde qui semble avoir plus peur de leur liberté que de l'autorité excessive. Pour eux, devenir adulte ne changera rien, car ils verront que toutes les organisations sont dirigées par ces mêmes valeurs de protection absolue. Du primaire à l'université, on a simplifié les notes pour éviter que les étudiants ne se sentent en situation d'échec. On a créé des zones de sécurité et des avertissements au lieu de laisser place au vrai débat d'idées. Dans les entreprises, au moment d'embaucher ou de donner une promotion, on regarde désormais davantage la diversité que le talent réel. Souvent, une plainte basée sur l'émotion a plus de poids qu'un résultat concret. À cause de cela, les hommes n'osent plus défendre leurs intérêts de peur d'être mal vus ou mis à l'écart de leur équipe. L'institution qui a sans doute le plus changé est celle du journalisme. On remarque que les médias ne se contentent plus de raconter les faits bruts. Aujourd'hui, ils privilégient le journalisme narratif qui s'intéresse surtout aux ressentis et au vécu des gens. Les titres des journaux cherchent désormais à provoquer de l'émotion plutôt qu'à vraiment informer.
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dû mettre un titre explosif, car imaginez 2 secondes que j'avais nommé cette vidéo « Analyse sur le déclin des institutions sociales et comment en sommes-nous arrivés là ?» Qui aurait cliqué sur cette notification? J'ai failli dire uniquement les personnes de plus de 45 ans, mais je me suis ravisée car même aujourd'hui pour eux, on a tout fait pour leur vendre le choc. On donne aussi plus d'importance aux opinions personnelles qu'aux grandes enquêtes de fond. Le problème, c'est qu'en préférant l'émotion à la vérité, on finit par bloquer l'évolution de l'intelligence. Pourquoi s'embêter à proposer des idées nouvelles si c'est pour se faire attaquer par la suite? Dans toutes nos institutions, les réflexes naturels des hommes sont mis de côté car ils ne sont plus appréciés. L'ambition, la recherche de la vérité et le goût de la compétition sont désormais vus comme des défauts ou des problèmes. Pourtant, en ignorant ce que les hommes apportent, nous avons perdu quelque chose de vital. C'est un point capital. Le pire, c'est que les hommes n'ont plus aucun moyen de se plaindre de cette situation, car leur façon de régler les problèmes est totalement différente de celle imposée par la société actuelle. Si un homme n'est pas d'accord avec la façon dont une organisation est gérée, que peut-il faire? Normalement, il chercherait une discussion organisée, une confrontation d'idées ou une analyse des faits. C'est la méthode masculine pour résoudre les tensions. Mais les femmes vivent et ressentent les situations différemment. Face à un conflit, elles utilisent souvent des moyens plus indirects, basés sur l'émotion. Cela peut passer par le fait de mettre quelqu'un à l'écart du groupe, d'être agressive sans le dire franchement, ou encore de s'attaquer à la réputation de l'autre pour le détruire. Ça vous dit quelque chose? Ces réflexes finissent par casser la base même de n'importe quelle discussion sérieuse. Dès qu'un désaccord apparaît, ces méthodes empêchent donc de débattre sainement et bloquent complètement la recherche de la vérité. Cet échange d'idées pourtant permettrait d'obtenir de meilleurs résultats. Il était possible d'être en profond désaccord avec son voisin tout en le respectant, sachant qu'au fond, on appartenait à la même équipe, œuvrant pour le même objectif. Ces instincts masculins ont façonné nos institutions culturelles actuelles et les principes qui les sous-tendent. Les tribunaux où la justice est rendue, la recherche scientifique où se font de nouvelles découvertes, le sport et la compétition athlétique et même la sphère politique où le débat constructif était autrefois la marque de fabrique de nos démocraties libérales. Cependant, la notion de désaccord sain et de respect pour un adversaire qui vous contredit est difficilement concevable pour la biologie féminine. Cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas l'esprit de compétition ou qu'elles ne se disputent jamais, non. En réalité, elles ont des réflexes puissants qui les poussent à cacher le conflit au lieu de l'affronter directement. C'est pour cette raison que l'on voit souvent dans les groupes de femmes des comportements comme les ragots, le fait de mettre quelqu'un de côté, la manipulation des sentiments ou les critiques dans le dos. Ici, le but n'est pas forcément de gagner un débat avec des arguments, non, mais de plutôt détruire l'image de l'autre et de lui faire perdre sa place au sein du groupe. Plus les femmes occupent des places importantes dans les médias, l'école ou la politique, plus leur façon de gérer les problèmes deviennent la règle. Au lieu de simplement reconnaître quand on se trompe, on cherche maintenant à faire culpabiliser l'autre. Pourtant, pour qu'une société marche bien, il est essentiel d'accepter que l'on ne soit pas tous d'accord. Il faut pouvoir échanger des idées variées qui nous poussent à réfléchir. Il est nécessaire que tout le monde s'engage à chercher la vérité, même si cela veut dire écouter les choses qui nous dérangent et qui nous déplaisent. Vraiment. Mais le plus important, c'est que chacun assume les conséquences de ses actes au lieu de faire l'autruche ou de prétendre qu'il n'a rien entendu. Le résultat de tout ce que je viens de dépeindre est que de nombreux hommes se sont simplement retirés du débat public, refusant désormais de participer à un système qui ne valorise pas leur contribution. Ces changements se sont opérés progressivement et beaucoup d'hommes commencent seulement à prendre conscience de la féminisation de leur société. Ils sentent que quelque chose cloche, mais il leur est difficile de mettre le doigt dessus. Et bien sûr, il est facile de blâmer les groupes ou les forces qui semblent tirer profit du système actuel. Mais comme vous pouvez le constater, au cœur même de tout cela se trouve la question du genre. C'était là qu'il fallait mettre le doigt.